So we will follow with the beginning of the second session, which is devoted to the archaeometrists and whose title is Amphora and Residue Analysis. There will be two speakers, which are Nicolas Garnier, who is here on my left. Alessandra Pecci will be speaking afterwards, and then the discussants are Cesar Oliveira and Marshall Woodward, who are on our right, at the edge of the table. So thank you very much, and you have the word. Thank you, Dario. I will try to present all my presentation in English. So you will see all the slides in English, but in the school I learned chemistry and not English as well. So, and with Alessandra, we've say the same thing. I present the theory, she presenting the application. I will do the first section in French and later in English for Alessandra. So, donc, je présenterai d'abord une approche historique, vous présentant les différents résultats qui ont été publiés, les différentes techniques. Il y en a beaucoup pour identifier le contenu des amphores, certaines qui sont simples, mais qui ne donnent aucun résultat valide, et d'autres qui sont beaucoup plus complexes, qui demandent vraiment des phases de développement, de recherche en chimie, mais qui donnent des résultats qui sont valides. Alors, tout d'abord, comment peut-on identifier le contenu d'une amphore? Donc, l'approche classique est de regarder s'il y a de la poix qui est conservée. Donc, la conclusion qui en était faite auparavant est que s'il n'y avait pas de poix, c'était de l'huile. S'il y avait de la poix, c'était un contenu aqueux, soit du vin, soit des produits dérivés du poisson. Donc, cette hypothèse, en fait, a été publiée dans un article de Charlin en 1977 en note de bas de page qui a ensuite été reprise dans tous les articles. Mais ce que dit cette note, c'est que l'huile n'est pas compatible avec la poix. Mais qu'est-ce que ça veut dire compatible? Est-ce que c'est au sens de la chimie? C'est faux, parce que l'huile est totalement compatible avec la poix, c'est-à-dire que l'huile dissout la poix. Par contre, pas compatible à notre sens gustatif, pour nous, une huile qui sera aromatisée par de la poix ne sera pas bonne. Mais est-ce que 2000 ans après, on peut prendre en considération des critères gustatifs? Absolument pas. Il n'y a qu'à voir par exemple en ce moment, à notre époque, en Grèce on aime bien le vin résiné, en France on va le détester. Et pourtant on est à la même période. Donc on ne peut pas utiliser ces critères. Après plus de 20 ans d'expérience, d'analyse que j'ai pu conduire, Alessandra aussi en a fait énormément, on peut dire que si par la chimie, et j'insiste bien, par la chimie et pas seulement par examen à l'œil nu, si par la chimie on ne voit pas de poix, on peut dire que l'amphore n'a pas été imperméabilisée par poissage. Par contre, si on identifie les marqueurs de la poix, la seule et unique conclusion que l'on a le droit de faire, c'est qu'il y avait de la poix dans l'amphore, c'est tout. Et il faut faire d'autres analyses pour identifier du vin, de l'huile ou des sauces de poisson. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans des amphores? Tout d'abord, donc je l'ai dit, la poix, c'est-à-dire les agents d'imperméabilisation. On peut retrouver des noyaux d'olive, des pépins de raisin, parfois des rafles, des os de poisson, des pépins de fruits, des os avec parfois des traces de découpe, du sable. Qu'est-ce que l'on peut en déduire? La poix, je viens de le dire, que l'amphore a été imperméabilisée par poissage. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est qu'elle a contenu du vin ou des sauces de poisson. C'est un autre stade d'interprétation, voire une surinterprétation des résultats de la chimie. S'il y a des noyaux d'olive, il y a des olives entières qui ont été conservées dans un liquide. Mais on ne peut pas dire si c'était une saumure, si c'était du vin, si c'était du defrutum. On ne peut pas le faire directement. Des grappes de raisin, on peut dire que des grappes ont été mises dans l'amphore. Dans quel but?
Est-ce que c'est pour aider au vieillissement du vin? Ça peut être une des propositions quand on relit les textes de Columel, etc. Et donc, pour éviter les doutes et surtout éviter les surinterprétations, il va falloir développer des raisonnements qui utilisent des approches directes d'identification. Alors tout d'abord à partir des résidus visibles, soit des dépôts, soit des enduits d'imperméabilisation, soit des agrégats qu'on peut analyser. Le principal problème est que on est obligé de faire appel à la chimie parce que ces matériaux sont amorphes. Et c'est-à-dire qu'à quelque échelle d'observation où on se trouve, c'est-à-dire à l'œil nu, au microscope optique, au microscope électronique, on ne va rien voir parce qu'il n'y a aucune structure visible. Et donc toutes ces approches sont inadaptées pour identifier les matériaux amorphes. Donc on va s'intéresser aux résidus qui sont invisibles, qui sont des imprégnations, des céramiques poreuses, et les témoins, ce sont des témoins chimiques, ce sont les molécules organiques. Et donc on va voir quelles sont les approches qui sont adaptées pour identifier ces marqueurs. Alors qu'est-ce qu'une imprégnation? Vous voyez là en bas à gauche un exemple d'une céramique, c'est une galetière du XVe siècle retrouvée en Bretagne, un grand plat circulaire avec un léger rebord qui est supposé avoir servi à cuire des galettes et des crêpes. Et ce que vous voyez en noir, c'est en fait les imprégnations du saindoux ou de l'huile, puis de la pâte à crêpes, qui a imprégné progressivement la céramique pendant son usage. Donc c'est ces imprégnations noires, mais qui souvent sont invisibles, que l'on va va caractériser. Alors, je vais dresser un bilan des méthodes. C'est un exposé qui est assez critique, mais qui va vous montrer au moins quels résultats on peut prendre en compte ou pas. La première méthode, ce sont les spot tests. Alors, c'est une méthode développée à partir des années 1920-1930 par les pharmacologues qui voulaient rechercher certaines molécules dans les plantes. Ce qui est intéressant, c'est que cette méthode est complètement adaptée, a été complètement abandonnée depuis les années 60. Alors, ce sont des méthodes simples, très rapides à mettre en œuvre. Tout le monde peut faire ça, ça ne coûte pas cher du tout. Et en quoi ça consiste? Vous prenez un petit échantillon et vous le mettez en présence d'un réactif. Si une molécule, ou plutôt une fonction chimique, un alcool, un acide, une cétone, est présente dans l'échantillon, il va y avoir réaction chimique et il va y avoir changement de couleur. Et donc, dans le cas d'une réponse positive, on peut dire qu'il y avait telle fonction chimique présente dans l'échantillon. Mais on ne peut absolument pas dire qu'il y avait telle molécule organique présente, et encore moins tel matériau organique présent. Donc ici, vous avez l'exemple du test de Feigl, qui est utilisé notamment pour rechercher du vin. Donc, mise en œuvre sur des céramiques du 5e millénaire avant, je crois, sur le site de Pyrgos Mavrouraki. Et vous voyez que c'est très simple, tout le monde peut faire ça dans sa cuisine, dans une soucoupe à café. Vous mettez un petit prélèvement, du réactif, et vous voyez si ça change de couleur. Et ce que font les auteurs, c'est qu'ils concluent qu'il y avait du vin. En fait, l'inventeur de ce test, en 1933, puis il a été revu en 1962, l'inventeur de ce test a dit attention aux faux positifs dus à des centaines de molécules, notamment énormément de molécules qui sont présentes dans l'environnement. Et donc, toutes les pollutions que l'on retrouve dans le milieu environnement et qui polluent les tessons de céramique donnent des réactions positives par ce test. Bilan, ça coûte pas cher, c'est rapide, mais les résultats n'ont aucune signification. Et ce test a été beaucoup utilisé, notamment par McGovern, avec toutes les études sur le vin, à la recherche du vin le plus ancien au monde, sur des céramiques à Godin Tepe, à Hadjifiruz Tepe, dans les monts Zagros, et il effectuait ce test pour identifier de vin. Donc, quelle attitude on doit avoir vis-à-vis de ces résultats? Le plus simple est de les mettre de côté.
La deuxième technique, c'est l'infrarouge. Alors, c'est une technique, vous voyez en bas à gauche, ça commence à monter, donc ça prend un peu plus de temps, c'est un tout petit peu plus cher, il faut quand même après acheter un appareil, c'est un tout petit peu plus difficile. Et en quoi ça consiste? Donc, l'échantillon est irradié par un faisceau lumineux, et cet échantillon va absorber certaines raies, et ces raies correspondent en fait à des énergies, c'est-à-dire à des fonctions chimiques. Donc pareil, on va identifier des alcools, des acides, des cétones. On n'arrive toujours pas à identifier des molécules organiques, on n'identifie que des fonctions, et donc on ne va toujours pas pouvoir identifier des matériaux. Alors Françoise Formanti, donc notre pionnière à tous, avait dans les années 76-78 appliqué cette méthode à l'analyse du contenu marron que vous voyez qui sortait de cet amphore de la Madrague de Giens. Et elle avait fait les spectres, donc ça c'est des spectres comparatifs que j'ai refait pendant ma thèse, entre le résidu de Gien et puis un Bordeaux rouge, un Médoc 95. À vue de nez, les deux spectres se ressemblent, mais Françoise Formanti savait tout à fait quelles étaient les possibilités et surtout les limites de cette technique. Elle savait qu'on n'identifiait que des fonctions chimiques. Et du coup, dans sa conclusion, dans son article, elle a dit « ce pourrait être du vin, ce pourrait être de l'acide tartrique », l'acide tartrique étant le marqueur du raisin, et elle a dit « ce pourrait être du vin ». Mais elle n'a jamais dit « c'était du vin avec certitude ». Donc là, on peut souligner vraiment une bonne connaissance des techniques de la part de la chimiste. Alors, ces techniques peuvent être utilisées sur des échantillons bruts, mais le problème, c'est qu'on voit tout. On voit le support minéral et on voit l'imprégnation organique. Si on fait ça sur des céramiques, comme en gros sur 1 gramme de céramique, on a à peu près 10 microgrammes de molécules organiques, le signal que l'on va avoir, ce sera uniquement le signal de la matière minérale, c'est-à-dire la céramique. Donc sur des échantillons bruts, des imprégnations de céramique, ça ne marche pas, il faut faire des extractions. Et donc encore un autre exemple du même auteur qui a publié dans Nature et puis là dans un article de ASEAN Perspective. Il a étudié le contenu de ces vases du 3e millénaire avant en Chine et il en est déduit par les analyses infrarouges et par une analyse qu'on verra juste après en chromatographie que ces vases contenaient une boisson fermentée à base de riz, de miel et puis une aubépine sauvage. Ici, vous voyez une aubépine chinoise. Donc l'attitude à avoir, c'est comme celle de Françoise Formanti, il y a 40 ans presque, c'est d'être très prudent. On ne peut pas rejeter ces analyses, mais les résultats obtenus par la spectrométrie infrarouge seule ne nous permettent pas d'identifier des matériaux de façon sûre, mais juste de formuler des hypothèses. Ensuite, il y a la spectrométrie Raman. Le spectromètre coûtera un peu plus cher, le protocole est un peu plus compliqué. Alors cette méthode est utilisée pour identifier des pigments minéraux, ça marche très bien pour les peintures, pour la polychromie. Par contre, pour l'organique, on est limité parce que la matière organique, ici, elle est irradiée par un faisceau laser qui est assez intense en énergie, et elle fluoresce. Du coup, on a des spectres qui ressemblent, c'est des grosses patates, des pics de fluorescence, et on ne voit pas du tout les pics dus à la matière, aux fonctions chimiques que l'on recherche. Du coup, cette méthode, ce n'est pas la peine de chercher à l'appliquer, on peut l'écarter. Ensuite, il y a d'autres méthodes d'analyse qu'on peut faire sur place, les analyses élémentaires, notamment XRF, c'est la fluorescence de rayon X, spectrométrie de fluorescence X, et le CMDX, c'est le microscope électronique à balayage couplé à des sondes d'analyse élémentaire comme la XRF. Ce sont des techniques récentes. Les appareils sont de plus en plus miniaturisés, on peut faire les analyses sur site, mais analyse élémentaire, ça veut dire que l'on peut détecter et quantifier les éléments chimiques, c'est-à-dire les éléments de la classification périodique des éléments. Si on le fait sur site, à pression atmosphérique, on ne détecte que les éléments qui sont plus lourds que l'aluminium, on ne détecte pas les éléments légers. Or, matière organique, ça veut dire des molécules qui sont constituées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ces éléments sont plus légers que l'aluminium, donc on ne les verra jamais. Ce qui fait qu'en fait, une analyse élémentaire ne sert absolument à rien à pression atmosphérique pour savoir s'il y a de l'organique ou pas.
Si on se place sous vide, c'est-à-dire en couplage au MEB, là on verra des gros pics de carbone, deux solutions. Soit le carbone est organique, soit alors il peut être minéral, on peut être aussi en présence de carbonate. Donc on voit là deux méthodes, XRF et le CMEDX, qui ne sont pas adaptées aux analyses organiques. On peut faire aussi des analyses isotopiques sur des matériaux bruts, sur des prélèvements bruts. Alors, ces analyses consistent à mesurer les rapports isotopiques du carbone 13, de l'azote 15 et de l'oxygène 18. Malheureusement, comme il y a énormément de pollution, on a une moyenne de tout et on n'a pas des résultats qui sont très probants. Un exemple, celui-ci, un article très récent de 2014 qui avait pour but de caractériser le contenu liquide d'une Dressel 1B bouchée retrouvée dans l'épave d'Albenga. Première analyse qui a été faite, une analyse élémentaire et du carbone et de l'azote, et ils ont vu qu'il y avait un très faible taux de carbone, 3,5%. La conclusion était que la matière organique avait été dégradée par minéralisation. On peut mettre un bémol, le contenu de cet amphore était bouché. Qu'est-ce que c'était? En fait, il y a eu échange pendant 2000 ans entre le contenu et la mer, et ce que l'on a à l'intérieur, c'est surtout de l'eau de mer, avec un dépôt, comme vous avez vu, pour l'épave de la Madrague de Giens. En fait, il y a assez peu de matière organique, et cette matière organique est dégradée. Donc elle n'est pas du tout minéralisée, mais elle se perd progressivement. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ces pourcentages-là, même s'il n'y a pas de minéralisation. Ensuite, l'acide tartrique et la malvidine, donc ce sont deux marqueurs du raisin. Les auteurs disent, c'est assez intéressant, ils ne sont pas souvent trouvés dans les épaves anciennes. Et pour cause, on le verra tout à l'heure, c'est qu'en fait, que jusqu'en 2013 à peu près, il n'y avait pas de protocole qui permettait réellement de détecter ces molécules avec une grande précision. Et puis, les analyses isotopiques de l'oxygène 18 montrent une valeur qui peut correspondre à du vin actuel. Donc là, problème encore entre le vin actuel et le vin d'il y a 2000 ans. Mais ça peut correspondre aussi à l'eau de mer de la Méditerranée. Donc on va plutôt pencher pour cette conclusion-là. Alors comme le disaient Boulton et Héron en 2000, ils l'ont écrit, quand on fait des analyses organiques de matériaux archéologiques, il faudrait faire preuve d'un peu plus de rigueur et surtout mettre en œuvre des méthodes qui sont adaptées aux matériaux que l'on veut caractériser, qui sont organiques et qui sont anciens. Et donc, pour ça, on doit faire appel à des techniques précises, les techniques séparatives et les méthodes structurales. Donc là, pour vous faire comprendre, je vais juste... Non, ça ne marche pas, super. Bon, c'est pas grave, il n'y a rien. La chromatographie, c'est une discipline, vous voyez, qui prend beaucoup plus de temps, qui demande un certain niveau d'expertise avec des appareillages qui coûtent plus cher. Mais la petite barre à droite nous montre qu'on commence à avoir des résultats qui sont pertinents. Donc il y en existe trois grandes catégories. La chromatographie sur couche mince, celle-ci a été utilisée par Passy en 1981, c'est son article sur l'identification du contenu des amphores, où elle fait l'hypothèse que c'est de l'huile de sésame, sans en être sûr, c'est seulement une hypothèse à juste titre. La chromatographie peut être en phase gazeuse, c'est l'AGC, ou en phase liquide, l'ALC, et c'est les techniques qu'on applique actuellement. Alors la chromatographie permet de séparer les molécules. On a des pics que vous ne voyez pas, je suis désolé, il y avait une petite vidéo. Et ces molécules, pour les identifier, on doit les injecter dans un spectromètre de masse qui donne ce type d'information, le spectre de masse, qui permet d'identifier les molécules de façon sûre. Pour les molécules qui sont un peu plus complexes, les lipides, des huiles, les protéines, on fait appel à des spectromètres de masse qui sont encore plus gros, encore plus coûteux, qui demandent, aux chimistes d'avoir une spécialisation encore plus poussée. Là, l'échantillon, il est directement injecté en phase liquide par cette petite seringue dans un spectromètre de masse et on obtient ce type de spectre. Pour l'huile d'olive, on a ça. Quand on a ce profil, on sait qu'on a une huile végétale. Et si on veut aller plus loin dans la caractérisation, dans l'identification de l'huile, chacun des pics, ici, on doit les sélectionner. Par exemple, le plus grand, le 891, qui a une masse de 891,
On le sélectionne dans le spectromètre, on le fragmente par collision avec de l'hélium, toujours dans le spectromètre de masse, et en troisième étape, on obtient ce spectre-là qui nous permet de définir quelle est la structure de cette molécule-là, le 891. Et en faisant ça sur chacun des pics, on définit la carte d'identité complète chimique de l'huile d'olive, et par cette méthode, on peut identifier de l'huile d'olive. Bon, ça permet aussi d'identifier, vous voyez, de l'huile d'olive, des graisses de bœuf, de l'huile de sésame, par exemple. Alors, quelle attitude on doit avoir vis-à-vis de toutes les publications? Donc, ça dépend des méthodes qui ont été utilisées, et donc il faudrait être de plus en plus prudent et voire critique. Certains résultats, vraiment les laisser de côté, et puis demander de faire les analyses vraiment à des chimistes spécialisés. C'est vrai qu'on peut faire des analyses, enfin, entre guillemets, des analyses sur un coin de cuisine, vous avez vu, dans une sous-tasse à café, mais en fait, vous aurez un résultat, mais vous ne pourrez absolument rien en faire. Donc, il vaut mieux faire appel à des techniques plus spécialisées. Les budgets sont limités, donc dans ces cas-là, on va se débrouiller pour diminuer les séries, sélectionner les objets les plus probants, les plus pertinents pour les problématiques archéologiques, et les analyser par les méthodologies chimiques les plus précises possibles. Donc c'est qu'à ce stade, ces conditions-là, qu'on pourra avancer dans la recherche. Alors comment identifie-t-on tous ces matériaux? Par les biomarqueurs. Alors on étudie des amphores, des céramiques. Les céramiques sont poreuses. Et qu'est-ce qu'on va retrouver au bout de 2000 ans et qu'est-ce que nous, au laboratoire, on va pouvoir identifier? Donc là, j'ai fait un petit schéma avec un fragment de céramique en gris. La partie de gauche est imperméabilisée par de la poix, la partie de droite n'est pas imperméabilisée. Donc l'amphore est imperméabilisée. Qu'est-ce qui se passe au cours du temps? Les molécules de la poix vont progressivement diffuser et passer à l'intérieur des pores de la céramique. Puis ensuite, on remplit l'amphore de vin. Les molécules du vin, en violet, vont être absorbées à l'intérieur des pores de la céramique et vont diffuser. Et vous voyez que si la céramique n'est pas poissée, c'est les études d'expérimentation de Caroline Romanus qu'elle a publiées en 2008-2009. Au bout de quelques heures, l'amphore transpire complètement et le vin a totalement traversé les parois. Donc ça peut être un premier contenu, et puis on peut avoir aussi un deuxième contenu, comme de l'huile. Et dans ce cas-là, les molécules d'huile vont aussi être absorbées par la céramique et rentrer en profondeur par diffusion. Donc on a une superposition des molécules de poix, de vin, d'huile, c'est-à-dire de tous les contenus ou les phases d'élaboration successives. 2000 ans passent, ensuite on va retrouver le tesson d'amphore dans un contexte marin ou un contexte terrestre. En contexte terrestre, par exemple, qu'est-ce qui se passe au-dessus? On a de la terre, puis on a de la végétation. On a de l'herbe, on a des arbres, les arbres perdent leurs feuilles, les feuilles se décomposent, ça forme de l'humus, et toutes les molécules de l'humus vont être entraînées par les pluies, par les eaux, vont migrer à l'intérieur du sédiment et vont rentrer en contact avec le tesson céramique, qui est pour eux, c'est une vraie éponge. Donc ce tesson va se charger sur toutes ses faces, intérieures, extérieures, par toutes les molécules de dégradation de la végétation environnante. Et puis, si on a des champs au-dessus, les agriculteurs, depuis quelques dizaines d'années, utilisent des engrais, des pesticides, des fongicides, tout ce que vous voulez. À l'analyse, on les retrouve. Ça pollue encore plus. Et dernière étape, donc vous voyez qu'on a dans le tesson toute la vie de l'amphore. Et puis, dernière étape, si les tessons sont passés entre les mains d'un restaurateur, et alors là, c'est une étape assez critique, parce que l'échantillon va être, alors lavé encore, c'est pas trop grave, mais surtout il va être collé, et le pire, il va être consolidé, avec des imprégnations de movilite et de paraloïdes. Et là, vous voyez, c'est le petit film marron, et en fait, là, tous ces consolidants sont organiques. Dessus, vous mettez des millions de molécules organiques et vous cherchez à identifier quelques petites dizaines de molécules organiques qui sont dessous.
Donc en fait, si un tesson est consolidé, c'est absolument pas la peine de vouloir faire des analyses dessus. Donc ça, il faut l'avoir en tête pour l'échantillonnage. Alors un petit résumé. Donc la matière est constituée au départ d'éléments chimiques qui forment des molécules organiques. Ces molécules organiques se rapprochent les unes des autres pour former des matériaux homogènes. La nature ensuite, à partir de ces matériaux, a construit des plantes, des êtres vivants. C'est des matériaux hétérogènes, donc constitués de centaines, de milliers de molécules, et donc c'est ce qu'on appelle les matériaux biologiques. Et puis l'homme est arrivé à exploiter toutes ces ressources naturelles, les a transformées, les a chauffées, les a mélangées, et on obtient des matériaux qui auront une chimie un peu différente. À chaque stade de la structure de la matière, on a une correspondance des analyses. Donc si vous voulez caractériser les éléments chimiques, c'est les analyses élémentaires. Les molécules organiques, c'est la spectrométrie de masse seule. Les matériaux homogènes, c'est le couplage chromatographie, spectrométrie de masse. Donc nous, on se trouve à ce stade-là. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on passe au stade du matériau. Et donc quand on étudie des matériaux naturels, il faut avoir en plus des connaissances de chimie, des connaissances en biochimie, en phytochimie, en pharmacologie. Il faut travailler avec des botanistes. Et pour les matériaux dégradés, il faut connaître aussi quelle est l'évolution des molécules chimiques dans tel ou tel environnement, car on a affaire à des molécules qui sont dégradées. Et donc il est bon aussi de travailler en parallèle avec l'archéologie expérimentale. Alors ce tableau un peu complexe vous montre la relation entre les marqueurs chimiques qui sont là à gauche. Vous avez les lipides, les protéines, les sucres, les tannins, polyphénols, les polynucléotides, ça c'est la partie paléogénétique dont vous parlera Catherine Annie demain. Et puis ici vous avez les produits biologiques, donc des résines, etc. Donc par exemple, si vous prenez une résine, elle est constituée de terpènes, parfois avec un petit peu de tanin. Si vous prenez une huile, du miel par exemple, du miel c'est que des sucres, etc. Donc on va utiliser ce tableau pour remonter de la chimie aux matériaux biologiques. Alors ça marche comme ça. Si on identifie par exemple des terpènes, on aura une résine. Des terpènes et des hydrocarbures polyaromatiques, c'est-à-dire les composés de dégradation thermique des terpènes, on a de la poix. Si on a des triglycérides et des stérols végétaux, on a une huile. Si c'est des stérols animaux, on a une graisse. Pour cela, si on a des stérols animaux, des protéines, on pourra être en présence de sauce de poisson. Et enfin, vous voyez, pour identifier du vin, on doit rechercher des tannins ou les petits acides organiques du vin. Donc vous voyez que la matière organique, c'est très complexe par rapport à la matière minérale et il faut utiliser des méthodes complexes, mais on va le voir là, des protocoles aussi spécifiques pour chaque case de ce tableau. Alors, après avoir identifié les molécules, donc les marqueurs, il faut avoir des connaissances de la constitution chimique de tous les matériaux naturels pour arriver à des conclusions justes. Donc je suis désolé, je prends toujours le même auteur qui a eu la bonne idée pour les petits vases chinois de publier un chromatogramme. Et ici, vous voyez une série d'alcanes dominée par le C27. Et il en a déduit que c'était de la cire d'abeille et que donc, par surinterprétation, que c'était du miel, et donc que ce vase avait contenu une boisson fermentée à base de riz, de miel et d'aubépine. Or, si on connaît un peu les différents matériaux, la cire d'abeille, elle présente un profil comme ça, mais elle ne contient que des alcanes impairs. C'est le 27 qui domine, mais il y a le 23, 25, 27, 29, 31, et après il n'y a plus rien. Donc ça ne correspond pas. Et puis, dans son analyse, on ne voit pas les acides gras de la cire d'abeille, on ne voit pas les alcools gras de la cire d'abeille, on ne voit pas tous les esters caractéristiques de la cire d'abeille, et on ne voit pas les diols caractéristiques de la cire d'abeille. Et en fait, ce qu'on peut déduire de ce chromatogramme, c'est qu'on a des alcanes qui proviennent d'un produit synthétique. Ça peut être un plastique, mais c'est plutôt un produit de restauration, c'est une cire microcristalline
que le restaurateur a passé dans le vase et le chimiste est venu faire l'analyse, le prélèvement après. Donc, oublions l'analyse, la conclusion de l'hydromel. Et puis, dernière étape, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec des archéobotanistes dès qu'on identifie des plantes. Un exemple, donc une étude récente qui est en cours de publication, qu'on a menée avec David Jaoui, pour l'étude du matériel de l'épave d'Arles 3, et Elisabeth Daudinet, qui est archéo-ethnobotaniste. On a étudié 4 amphores Ostia 59. Donc j'ai fait les prélèvements sur les parois et voici les chromatogrammes. Donc première étape, le protocole d'extraction, l'analyse par GCMS. Ensuite, l'étape suivante, on identifie chacun des pics, c'est-à-dire qu'on identifie les molécules conservées. Et à partir de ça, je fais une hypothèse et ce profil-là que vous voyez en bas, ça correspond à une huile de benne. Donc le benne, le moringa, c'est un arbre qui pousse en Tanzanie, Kenya, Soudan, qui est utilisé pour faire son huile. C'est une huile qui n'a pas du tout d'odeur, qui est une très bonne base pour les parfums, utilisé beaucoup en Égypte. On le retrouve dans les sources épigraphiques. Et j'ai confronté mes hypothèses au savoir de l'archéobotaniste. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, bon, chimiquement, elle est d'accord avec ça, mais chimiquement, elle sait quelles sont les zones de croissance ou de culture du benne, et ça ne colle pas avec l'origine des amphores qui était la Tunisie. Donc, dans ce cas-là, ce que l'on peut faire comme hypothèse, c'était que l'huile de benne était un contenu, le second contenu. Et par l'analyse, j'ai trouvé de la poix, du vin rouge, donc c'est bien comme première exportation en dehors de la Tunisie, et probablement ces amphores ont transité par une zone où le benne pousse, c'est-à-dire probablement l'Égypte. Alors pour résumer, donc voilà comment ça se passe. On doit maintenant privilégier au maximum l'interdisciplinarité, la recherche ensemble entre archéologues, chimistes et botanistes. Donc tout d'abord, premier point, l'archéologue doit absolument préciser sa problématique et ses questions. Le chimiste ne pourra pas apporter des renseignements, des réponses s'il n'a pas les questions. Ensuite, comme il y a peu de budget, on choisit ensemble les échantillons, les objets les plus pertinents pour l'archéologue, mais aussi ceux qui donneront les meilleurs résultats. Donc c'est un dialogue chimiste-archéologue. Le chimiste fait les prélèvements, il essaie de ne pas les polluer, donc dans des conditions les plus propres possibles. L'analyse est menée au laboratoire, on identifie les molécules. À partir des associations de marqueurs, on identifie des matériaux qui peuvent être des plantes. On confronte ça aux connaissances archéobotaniques. Et ensuite, on recontextualise les données tous ensemble, chimistes, archéologues et archéobotanistes, pour faire parler les données le plus possible, mais tout en ayant en tête toujours les limites de chaque méthode. Alors, qu'est-ce que l'on est capable aujourd'hui d'identifier dans des amphores? Le plus simple, ce sont les matériaux d'imperméabilisation, les matériaux résineux. C'est principalement de la poix, ce n'est pas de la résine, c'est de la poix, qui est fabriquée par combustion, pyrogénation de bois et pas de résine, et elle est obtenue à partir de pinacées. On ne peut pas utiliser la résine brute parce qu'elle colle trop, et il faut obligatoirement la traiter, donc plutôt par chauffage, pour lui faire perdre ses propriétés adhésives. On retrouve aussi de la cire d'abeille, on retrouve du soufre, qui est à la fois un agent imperméabilisant et désinfectant. Si on travaille au Moyen et Proche-Orient, il y a des attestations de matériaux bitumineux. Et puis, on peut trouver des mélanges aussi, comme la zopissa et le Pisasphaltos cités par Pline. Donc, zopissa, j'en avais trouvé, c'est du mélange de cire d'abeille et de pois. Plus rarement, on trouve d'autres matériaux, des dérivés du bouleau, utilisés comme adhésifs, mais pas tellement comme imperméabilisants. D'autres dérivés qui ne sont pas des pinacées, donc qui proviennent du mélèze ou des tétraclinis, c'est des sandaracs par exemple. Et le problème est de savoir si on peut aller plus loin et obtenir d'autres renseignements par nos méthodes d'analyse. Or, hélas,
les méthodes d'analyse structurale ne permettent pas de remonter à l'origine. On ne pourra jamais savoir tel poids a été fabriqué en Italie du Sud, en Espagne ou en Afrique du Nord. Ce n'est pas possible parce que les plantes ont la même composition chimique. Par contre, on pourra peut-être, dans quelques années, s'il y aura encore plus de crédit, lancer des programmes d'analyse isotopique alors ça s'appelle GCCIRMS. C'est des analyses isotopiques, toujours carbone 13 et oxygène 18, mais sur des marqueurs précis, pas sur des matériaux bruts, comme je l'ai dit auparavant. Et peut-être que là, en faisant des gros atlas sur toute la Méditerranée, on pourra peut-être avoir des différences géographiques. Deuxième matériau qui nous intéresse précisément, le vin, ou plutôt les dérivés du raisin. Alors, on l'a vu, il faut utiliser des protocoles adaptés. En fait, il n'y en a que 3. Il y a celui présenté par Guajanet en 2004, qui est dérivé de celui de Françoise Formanti, la fusion alcaline, publié en 1976. Mais là, Guajanet a fait des identifications en chromatoliquide à spectrométrie de masse derrière. Le protocole d'Alessandra Pecci, publié en 2013, et celui que je suis en train de publier en 2015. Alors, ces protocoles, en fait, permettent de dissoudre l'acide tartrique qui est totalement insoluble dans aucun solvant. Il faut se placer soit en milieu basique, c'est ce que fait Guajanet et Alessandra, ou en milieu acide comme je l'ai proposé. On identifie de l'acide tartrique et d'autres acides comme l'acide malique. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'on a en fait du raisin. Mais attention, si on est au sud de la Méditerranée, notamment en Italie du Sud, l'acide tartrique se retrouve dans le raisin, dans la banane, on élimine dans le tamarin et dans la grenade. Donc si on est en Italie du Sud, parfois, on pourrait avoir un doute entre le raisin et la grenade. Ensuite, on cherche l'acide syringique, dérivé de la malvidine. C'est en fait le pigment qui est violet, marron, des raisins noirs et teinturiers. Si on l'identifie, on sait qu'on a des raisins noirs ou teinturiers. Attention, dans certains cas, on peut avoir des pollutions par le bois. Par exemple, si on cherche à identifier du vin dans des tonneaux, c'est un article que je suis en train d'écrire, ça marche, mais on peut dire seulement que c'est du vin. On ne peut pas dire si c'est du blanc ou du rouge, parce qu'on a le signal du bois qui nous fausse le signal. Et puis on a des marqueurs de fermentation alcoolique, les acides succiniques, maléiques, fumariques, qui proviennent donc de l'activité de la levure Saccharomyces cerevisiae. Alors, pour résumer, on a 3 types de marqueurs: le raisin, les pigments et la fermentation. Si on a l'association de marqueurs du raisin et les pigments, dans ce cas-là, on a du jus ou du mou de raisin noir ou teinturier. Si on a l'association des marqueurs du raisin et de la fermentation alcoolique, on a du vin blanc. Si on a l'association des 3 marqueurs, le raisin, la couleur, la fermentation, on est dans le cas d'un vin rouge. Le défrutum, qu'est-ce que c'est? D'après les textes, c'est du jus de raisin concentré. Ce n'est pas du vin, donc jus de raisin cuit, concentré aux 2/3, ce qui fait qu'il va perdre son eau et on va avoir un sirop de sucre très concentré. Archéologiquement, chimiquement, qu'est-ce qu'on va retrouver? Au bout de 2000 ans, les sucres, c'est les molécules les plus solubles. Elles vont avoir disparu dans l'eau, donc on ne peut pas utiliser ce critère. Mais l'autre chose qui se concentre, ce sont les pigments. Et donc on va avoir de grosses concentrations en phénol. Et dans l'amphore, notamment la Lambolia 2 de Sud Perduto que j'avais analysé, où il y avait des noyaux d'olive avec un dépôt marron qui flottait au milieu. Et donc ce dépôt, je l'avais analysé par une première technique, celle développée pendant ma thèse, puis récemment par le nouveau protocole. Et on peut dire que c'était un jus de raisin noir, avec un tout petit début de fermentation. Parce qu'en fait, le jus de raisin, dès qu'on le presse, il y a les levures qui sont sur les pellicules et dans les quelques heures qui suivent, 1 à 2 heures, il fermente déjà. Et on le voit par la chimie. Problème, si l'acide tartrique n'est pas détecté, donc là, il y a plusieurs écoles, mais en fait, rigoureusement, s'il n'est pas détecté, comme il se conserve très bien, c'est qu'on n'a pas de raisin. Et si on a les autres acides, ça voudrait dire qu'en fait, qu'on a d'autres fruits, comme la pomme, la poire, etc. Donc soit c'est d'autres fruits, soit alors il peut y avoir un petit problème au niveau de la méthodologie. Les huiles.
Donc les huiles, le cas général, bon, l'huile d'olive, la noisette, la noix, le sésame, deux cas de figure. Soit elles sont très peu dégradées, c'est le cas des milieux arides, parfois des épaves, comme sur le site de Pisa San Rossore, où on a les marqueurs triglycérides qui sont conservés. Et dans ce cas-là, on va utiliser une méthode de spectrométrie de masse qui est assez lourde, celle que je vous ai montrée avec la petite aiguille, mais qui nous permet d'identifier totalement les molécules, et dans ce cas-là, on arrive à identifier l'olive directement. Si ces molécules sont hydrolysées naturellement en acide gras, on peut parfois sortir les terpènes. On les purifie, on les analyse, et si le spectre, l'empreinte des terpènes du végétal est connue, on peut identifier l'huile, ça marche avec l'olive. S'il n'y a pas de terpènes, il n'y a que des stérols. S'il y a des stérols végétaux, on pourra dire que c'est une huile végétale. Si on n'arrive pas à sortir les stérols, on n'aura que les acides gras. Dans ce cas-là, on peut dire seulement que c'est un matériau gras. Alors, il y a des cas un peu spéciaux. Alessandra en parlera tout à l'heure, l'huile de ricin. Elle a un marqueur qui est très spécifique, l'acide ricinoléique. Le benne, j'en ai parlé, et les huiles cicatives qui ont des acides à part. Alors, il faut faire attention là encore aux surinterprétations. Il n'y en a pas que pour l'infrarouge, il y en a dans toutes les techniques. Si par exemple on identifie de l'acide oléique, comme le faisait Françoise Formentine, donc dans son article de 1976, rigoureusement on sait qu'on a affaire à un matériau gras. Mais on ne peut pas en dire plus. On ne peut pas dire que c'est une huile végétale, et on peut encore moins dire que c'est de l'huile d'olive, parce que l'acide oléique, il y en a dans toutes les huiles, il y en a dans toutes les graisses, dans toutes les cires. Donc, on n'a absolument pas le droit de dire que c'est de l'olive, on est obligé de se limiter à ça. Et en fait, dans son article, elle se fondait plus sur des arguments archéologiques, à savoir qu'elle a analysé le contenu d'une amphore Dressel 20, et la chimie arrivait à ce moment-là, avec les méthodes qui étaient disponibles et qui marchaient très bien, la chimie permettait de conforter cette hypothèse, mais ne permettait pas toute seule d'arriver à cette conclusion. Alors je vais faire un petit topo rapide sur les produits dérivés des poissons. Donc j'avais publié une synthèse et présenté lors de la table ronde Fish and Chips organisée par Emmanuel Bott et publiée l'année dernière. On peut identifier, le garum, mais pas les conserves de poissons. Le garum, on peut l'identifier par les stérols. Ensuite, quelles sont les pistes de recherche actuelles? On travaille toujours sur de nouveaux protocoles pour essayer d'identifier de plus en plus de matériaux. Les triglycérides, en fait, ils sont très complexes dans les poissons parce qu'il y a plein d'acides gras. Donc on oublie cette piste, surtout qu'ils disparaissent et ils s'oxydent. Qu'est-ce qui nous reste? Donc les stérols pour identifier le garum. Parfois les acides polyinsaturés, c'est celui qu'on vous vend dans les huiles de morue, tout ça pour être en bonne santé. Ils sont spécifiques des sources marines, de tous les poissons. Par contre, ils sont très sensibles, ce sont des antioxydants, ils sont très sensibles à l'oxydation et on ne le retrouve que dans des contextes exceptionnels. Sur des centaines d'analyses, je n'aurais trouvé qu'une fois dans une amphore et un entonnoir que m'avait fourni Dario, les fouilles d'Algésiras, donc publiées en 2006. Et l'avenir, c'est probablement les protéines et la protéomique. Alors, il y a eu de nombreux tests qui ont été faits depuis le lancement de Coronam, et malheureusement, pour l'instant, ça s'est soldé par plusieurs échecs, parce que en étudiant rien que du garum moderne, en fait, il n'y avait aucune trace de protéines qui semblait être identifiée. Et là, j'ai parlé cette semaine avec Caroline Tokarski, qui a repris les échantillons et qui a repris elle-même les analyses de A à Z. Et elle est partie du garum qu'avait fabriqué Emmanuel Bott à partir de sardines et du sel, le plus simplement possible, dans un aquarium en verre pour éviter les pollutions, donc tout était parfait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché à extraire les protéines par des dizaines de protocoles, et une fois, elle a obtenu des pics qui là sont des pics de molécules de haut poids moléculaire, 8000, 11000. Donc elle a trouvé ces petites traces et elle a pu montrer ainsi que les protéines n'étaient pas totalement hydrolysées en acides aminés comme on le pensait. Et donc à partir de ça, elle a cherché à
appliquer un protocole de protéomique bien complexe, mais très spécifique aux protéines, d'extraction et de purification douce, pour essayer de caractériser ce pic. Donc la technique, c'est de l'électrospray, et puis avec un gros spectro de masse, l'Orbitrap en spectrométrie de masse tandem pour identifier la structure. Qu'est-ce qu'elle obtient? Donc tout à l'heure, vous n'avez pas encore vu de chromatogramme, mais en fait, c'est les séries de pics. Et là, le Garom donne ça. L'analyse dure 3 heures et vous avez des pics qui sortent toutes les 5 ou 10 secondes et vous avez des millions d'informations. Donc non seulement il fallait des protocoles puissants, des machines puissantes, mais en plus un traitement de bioinformatique puissant, des logiciels adaptés à ça. Maintenant, ils existent. Donc elle a retraité l'échantillon de Garom, elle l'a purifié suivant un protocole bien complexe. Et qu'est-ce qu'elle obtient? Elle obtient ça. Donc voilà tous les pics. Dans ce tableau, vous en avez 4 pages, ici c'est la première, et vous avez des fragments de protéines qui sont identifiés. Alors ce qu'il y a d'intéressant de voir, c'est que les protéines, pour certaines, il y en a 80 à 85% de la longueur qui sont conservées. On pensait que tout était hydrolysé, c'est complètement faux. On arrive à sortir des gros morceaux de protéines sans les hydrolyser. Et quelles sont-elles? La première, l'actine, c'est une protéine de muscle. La calmoduline, pareil, protéine de muscle. L'hémoglobine, protéine du sang. Donc ce qu'elle a mis en évidence, c'est que dans ce garum de sardines, il y avait des protéines qui provenaient à la fois des muscles et du sang. Après, est-ce qu'on peut remonter aux espèces? Alors, les bases de données en ligne, en fait, sont construites à partir de la génétique. Il y a une corrélation entre... Enfin, le code génétique est transcrit en protéines. Le problème, c'est que toutes les espèces ne sont pas décrites génétiquement, et donc il faut identifier les protéines par homologie de séquence entre différentes espèces. Par exemple là, j'ai vu passer tout à l'heure du saumon, etc. Bon, le produit de départ, en fait, c'est de la sardine, mais ce fragment de protéine est le même dans le saumon et dans la sardine. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est le propre aux échantillons archéologiques, c'est que par exemple dans cette séquence qui est là, on voit un plus 16, ça c'est une modification d'un acide aminé par oxydation, plus 1 c'est par déamidation. Donc les techniques actuelles permettent aussi d'identifier des portions de séquences, même si elles sont dégradées par des oxydations, etc. Donc voilà, vous voyez par exemple un spectre, ça permet d'identifier une séquence protéique, la séquence qui est là. Ça permet d'identifier la protéine. Alors en conclusion, on peut faire le parallèle entre protéomique et lipidomique, c'est-à-dire l'analyse des lipides. Donc la protéomique permet d'identifier des séquences protéiques, c'est-à-dire d'identifier la succession des différents peptides, des différents acides aminés. En lipides, on identifie les lipides, les triglycérides qui proviennent des huiles et des graisses. Ces deux approches sont spécifiques pour les molécules non dégradées, donc de haut poids moléculaire, dans les deux cas. Aujourd'hui, on est capable d'identifier les protéines même quand elles sont modifiées par oxydation, déamidation, et les lipides même quand ils sont modifiés par oxydation ou par isomérisation. On peut remonter à l'origine biologique des matériaux protéiques, de même pour les huiles et pour les graisses. Et donc là, il y a de nouveaux développements qui sont prévus pour essayer d'aller encore un peu plus loin. Et pour les lipides, le problème, c'est que la caractérisation des lipides, c'est un travail à faire au laboratoire par ces techniques, parce qu'il n'y a aucune base de données qui existe. Donc on a toute une phase énorme de constitution d'un référentiel à partir de matériaux biologiques qui sont authentifiés par des biologistes. Et ma conclusion sera la suivante. Donc on identifie ces matériaux, mais aussi on est capable d'en identifier d'autres. Alors le problème, c'est qu'en archéologie, que ce soit dans les amphores ou dans n'importe quel récipient, céramique, verre, métal, des imprégnations de stèles en pierre, etc., on ne trouve que ce que l'on cherche, que ce que l'on sait chercher, et que ce que l'on connaît. Donc ça, c'est les 3 critères de base pour que nos recherches fonctionnent. Et aujourd'hui, on est capable d'identifier, donc parmi les animaux, des ruminants, on distingue les ruminants des non-ruminants, on distingue la peau, les graisses, la peau, la couenne, les produits laitiers, s'ils sont fermentés ou non, les non-ruminants, les graisses et la peau.
parmi les organismes marins, les poissons, les sauces de poissons, pardon. Pour les conserves, ça pose encore problème. Peut-être on a des marqueurs d'algues dans certains cas. Pour les cires, on est capable d'identifier la cire d'abeille, la propolis, le pain d'abeille, mais pas le miel. Ça ne marche pas parce qu'il disparaît. On peut identifier aussi la bile, les excréments, la moelle. Et pour les sources végétales, différentes huiles, des cires, des matériaux résineux. On fait la différence entre les pinacées et les autres, mélèze, genévrier, cade, par exemple, l'encens, la myrrhe. On distingue donc les résines et les pois de pinacées, de bouleau, là aussi la suie, des extraits qui peuvent être préparés à partir des plantes par infusion, par décoction. On sait à coup sûr pour les décoctions de chêne et de bouleau. Pour les autres plantes, il faut faire des référentiels. Les gommes et enfin les fruits et les céréales. Donc vous avez vu qu'on peut détecter, identifier du raisin, du vin, blanc, rouge. On a des hypothèses aussi sur d'autres fruits qui ne contiennent pas d'acide tartrique, mais de l'acide malique par exemple. La pomme, la poire, ça peut être prune, cerise. Et puis on a un marqueur aussi de la bière. Le problème de la bière, c'est qu'on peut faire de la bière à partir de tout et n'importe quoi. Il suffit qu'il y ait des sucres, enfin des céréales, et les recettes sont infinies. Donc ça laisse un large champ de recherche pour l'avenir. Et je laisse la parole pour les applications à Alessandra. Thank you very much with this so intense speech about archaeometry. I think that we are all very tired because it's the evening, and I think that we will be very pleased if you can make the shorter. I don't know. I try, but okay. So in this part of the presentation, we will deal with the relationship between organic residues in amphora and the different phases of the life cycle of amphora and the archaeological context where amphora were found. We will point out the need of integrated studies, and we will show some of the problems that can arise in the interpretation of the results of the residue analysis from the archaeological point of view. A general claim it is that residue analysis must not be seen as something separate from the normal archaeological study, but it has to be taken into account since the beginning and must be read in the light of the archaeological context in which amphora and more in general ceramics are recovered. As for the relationship between organic residues and the different phases of the life cycle of amphora, we have different situations. We have the production of amphora and the production of the content of amphora and the coating, the use of the amphora, which is related with trade and consumption, the discard and reuse that can happen during the life or after discard of the amphora. As for the first phase of the amphora life, it is, of course, its production. During the production of amphora, usually no organic substances are absorbed by the amphora ceramic matrix. Therefore, no residue analysis can be carried out in amphora at the production sites. However, a parenthesis can be opened at this point in order to show the possibilities provided by residue analysis in the study of production installations where the substances which fill the amphora are produced. Examples of these studies are those carried out on vats of several places around the Mediterranean, which were aimed mainly at distinguishing between oil and wine in cases in which the archaeological contexts were not preserved enough to understand the substance produced. Also, fish production installations are being carried out to identify the residues in the different byproducts. At production installations, the analysis of ceramics also makes sense, as thalia and amphora can be analyzed to understand the substances produced, and one example is the one at Somma Vesuviana. Also, the floors of installations can be studied to go further in the understanding of the substances produced at the site. An example is the oil installation in Lecce, where besides traces of the oil in the vat and floor, also traces of castor oil were identified in one sample of the floor that could indicate the use of castor oil for lighting or for a small production of a different oil from the principal production one.
Also, the walls of rural rupestral stone beds, the Italian palmenti, could be studied. Going back to the amphora life cycle, after the production of amphora and before they are filled with the content, amphora have to be waterproofed. And here we start to have residues that can be studied. Coatings can remain visible, but are usually invisible, as we have just seen. For the waterproofing, most of the time pitch was used, but as Nicolas has shown, also bitumen or other substances could be used. Bitumen was most common in the Eastern Mediterranean, while pitch was more widespread all around the Mediterranean. Recently, traces of sulfur were identified in amphora and dolia, pointing out the possibility of a waterproofing or disinfecting, maybe, of vessels. The first to notice it was Nicolas in an oil amphora recovered in the shipwreck Arles 3 in France. This led me to reconsider something I had identified but interpreted as contamination from the sea. This was the first amphora. That was a later amphora, a globular amphora from Portus Cabris in Tuscany. But then the analysis of an amphora that was recovered in Croatia allowed the analysis of both the incrustations and the ceramic matrix, and allowed to demonstrate that sulfur did not came from contamination from the sea, but was inside the amphora because the incrustation did not have sulfur. So, for what we know at present, in general, it seems that there is no strict relationship between content and linings. Maybe only when wine was contained, in order to give flavor to wine, a thick layer of pitch could be applied. And this is usually preserved in the underwater context, but this has to be verified. On the other side, the absence of this layer does not exclude the presence of wine in terrestrial context. As Nicolas was saying, probably in the future, the study of relationship between the typology of amphora, provenance, the coating, and the production area of both amphora and coating could give further hints as the nature and provenance of the products. Then we go to the further stage of the life cycle of amphora, which is related with the use. As we know, amphora could contain a wide variety of goods, many of which are related with foodstuff. Almost all these contents leave organic residues, as we have seen in the first part of the presentation: wine, oil, well, different oils, fish products, beach, etc. Good context for the study of first use of amphora are ports, shipwrecks, warehouses, etc. However, the problem that we have with residue analysis, it is that ceramic absorbs all the liquid and semi-liquid substances, and it is difficult to know what was absorbed first and what later, and what was together as a unique contents. For instance, cholesterol could be related to animal fats added to the lining of the amphora, or to the presence of a content with animal products. This is why it is important to go on obtaining each time more precise data on the origin of the residues. If fish fat should not be mixed with pitch in the lining, so if we identify fish, we know that it was a content and not fat mixed to the lining of the amphora. On the other side, we can have different substances that could be present at the same time, like wine and fish, could be related to the presence of Enogarum, but this could also be the consequence of the reuse. An example, it is the one of the garum workshop at Pompeii, where in the dolia, fish bones are present, so that there are no doubts on the last content of the dolia. On the other side, in the ceramic matrix, also wine was identified. This can be indicator of a unique content, or more probably of a reuse of the dolia, which could have been originally used to contain wine and then reused in the garum workshop. But residue analysis for the moment cannot say which was first.
The problem of residues of all the contents and lining is also related with the treating of the next phase of amphora life, which is reuse and amphora. At present, it is difficult to distinguish the residues from the reuse of an amphora and the first content. Only when wine and oil are present together, it is possible to suggest that there was a reuse, although the analysis of olives preserved in wine should also be carried out to verify. In the cases in which oil and wine are together, the samples should come from the walls of the amphora and or the bottom, but not from the neck, as oil could have been used to seal the wine, as recent common practices in the countryside suggest. There are not many cases when oil and wine are together, but they exist. Here, a distinction on the possibility offered by the study of residues must be done based on the context. If we study context in inner areas, we will probably have consumption side situation, and we will be able to identify the organic residues of the food consumed at the site, not necessarily the first content of the amphora, which is related to trade. For instance, the results of the analysis of late Roman I amphora at Florence inform on the consumption in late antique Florence more than on the first content of late Roman I amphora, and could indicate reuses after the first filling of the amphora and before the arrival to Florence. Only if we have chemical traces of just one content, we can think that it was the original one, and that in the case of Florence, they really consumed the wine contained in the late Roman I amphora, or at the site of La Pievina, rural site in Tuscany, they consumed wine contained in K26 amphora. However, now I consider that we cannot use this analysis to understand the first content of amphora, and we cannot exclude that wine from closer areas was substituted to the one originally arriving in the K26 or late Roman I amphora. In all these cases, residue analyses are more important to understand way of life at one site and consumption at that site than to understand the foodstuff trade in the ancient Mediterranean. This is not indicating that residue analyses are not important, but the results must be put in context and read in a proper way. Until now, we have seen use and reuse of amphora, which are still used to contain a content to be traded or preserved, whether it was the same or different from the first content, like taipa, reuse that Theodore Peña was speaking about this morning. When amphora are reused, complete or broken for different activities, the residues produced by other human activities are also present. In the Garum workshop at Pompeii, there is an African amphora which contain visible residues of lime. The residues in the ceramic matrix confirm an oil content of the amphora, which was probably the first content, but the lime is also present here. We have similar situations when amphora are reused in buildings, and the reuse in buildings imply that we have the first content, possible its reuses, but probably no traces of further contamination because the lime used in the building does not affect the residue analysis. If amphora are broken and used in drainages, etc., we will probably have the organic traces of the human activities carried out in correspondence with that, and therefore the residue analysis will not provide solid data on the use of amphora for the first content. If we consider funerary practices, when amphora are used as containers of offering for the dead, we can have a first use or a reuse. But a more extreme possibility of having a sum of residues we have when funerary practices involve a change in the use of amphora as containers for bodies. In these cases, we have the residues of the composition of the bodies which prevent the possibility of understanding the residues of the first content of amphora, because human bodies also release residues that are absorbed. The following step in the life of amphora is related with the discard. If we have a discard after the first use, the residues analysis, together with all the other data from the archaeological study, informs on the first content of amphora. This is the Testaccio case, where the analysis of the Dressel 20 amphora
confirm an oil content of the amphora. However, again, the possibility of detecting the original content depends on the recovery context. If amphora are discarded in peat, as in the medieval pits from Florence, with feces, it is difficult to understand the first content. In all these cases, it is really important to relate the results of residue analysis with the archaeological context. Only this way, we can really try to find out the first content of amphora, and therefore they use them for the study of ancient economy. The study of systematic bunch of samples coming from shipwrecks can be useful to understand the first content of amphora and therefore providing information on ancient trade, as Michel Bonifay and others have pointed out in recent occasions, and Marshall and Nicolas have started to do. But we also have to do the analysis of shipwrecks that do not show clues of reuse, as we have been seeing today. Also, the study of amphora coming from ports and emporia can be useful for the identification of the first content of the amphora and therefore the study of ancient trade. But they also can yield problems and must always be treated with caution, taking into account the archaeological context. To go on pointing out some difficult cases, I show the case of Classe, which looked like, when it was appreciated, like the perfect example for the study of amphora first content. We had a warehouse with two typologies of amphoras, Pattaya and Big African amphora, and they were all in situ. But we had castor oil in almost all of them. The first impression reading the result was that everything was wrong. Now we know that many different contents were recovered at Classe, also in the same typologies of amphora. So it is not astonishing that also Spatei and Big African amphora did not carry what was expected, but carried castor oil. What this case study tells us is that we must be careful and cautious. And do not assume that if we have Spateia, we have wine for sure, and if we have Big African amphora, we surely have oil. But always put things in context. In this sense, I think residue analysis had a great importance in the last years, besides providing clues on the content of amphora and confirming some hypotheses, mainly for raising problems and pointing out that things are not always as they look like. After this part, in which the importance of the archaeological context has been pointed out, the last part of this presentation involves a discussion on good practices and future studies. Before this part, I want to remind that although we have pointed out several times that the degradation of organic residues can be different, it is important to go on analyzing fresh substances and aged residues in order to have databases of how the different products could degrade. This can be done through experimental archaeology and ethnoarchaeology, or better ethnoarchaeometry, as Bouchet and Cow suggested to call the study of modern context for a better understanding of archaeometric data. As for just some suggestion about how to go on doing the analysis, it is fundamental, as we have already seen, to always sample following the historical and archaeological question. And as the number of samples will never be able to be a big number statistically significant, we have to have a question that guides the analysis. And as we have seen, I'm trying to cut, but it is also fundamental to relate residue analysis. This is something I don't want to miss, because I think it's really important. It is that it is fundamental to relate residue analysis with provenance of the amphora. It has already mentioned today, but I think that it's really important to do this further on, because it has not been done during too much time, but is now a key issue. Petrographic and chemical analysis should be carried out on the same individual, which is sampled for residue analysis, so that we can relate the content and the provenance of the amphora. Then it is fundamental, as Nicolas was saying, to control contamination, etc. And another thing that also Nicolas has just said, but I think that is very important, it is that we explicit the methods. And it is important to say the method that we have been using and what these methods are able to identify and what they are not able to identify. For many years, we didn't look for wine. So we have lots of analysis done in which we cannot say that wine was present in amphora, but we must be sure and check which was the method that was used, because in many cases
the method for looking for wine was not used in this case. So, just a conclusion, what I think is that in all phases, we have to include the interpretation. Chemists, or those who do the analysis, must not work in an isolated way, but must interact with archaeologists for the sampling and interpretation, and must be aware of the archaeological context. The general and final claim is that we have to work together. As Nicolas has already said, we have to know the problems, look for the good methods, discuss the results, because there's always an explanation, also if the results are not the ones that we are not looking for. But if we don't speak together, we will never get to a good understanding of the residues preserved in the amphora. And integration of data, of people, etc., is absolutely fundamental. Yeah, I'm finished. Okay. Sorry. Try to be as quick as possible. Now it's time for discussions. Who will speak first? Marshall? All right. Hopefully this is working. Since we're running late today, I'll cut straight to the questions. Let's see. So, it was mentioned earlier today, I think Dr. Pena mentioned it, about the lining of amphora. Microphone. Is this better? I think you need to look at the audience. All right. How's this? It's okay. If it's red, it's okay. It's red. So at any rate, the lining of amphorae. Previous conventional wisdom has been that amphora that contain oil would not line with pitch. This kind of comes out of the classical corpus a bit as well, where some authors advise explicitly against it and some implicitly against it. So why do we have this dichotomy between what was the common thought and what we're now seeing in some of the analyses? Why did we think it was incompatible? They don't listen to you. I think you have to approach. Okay. Like a singer, you know. Very close. Why do you think that the conventional wisdom was that oil was incompatible with a pitch lining? Do you understand the question? No. So, who is answering? Yes, and there is a problem about the word incompatible, the incompatibility between oil and pitch. And from a point of view of a chemist, it is compatible because two materials are miscible. So the oil can dissolve pitch, and so the oil has the taste of oil and pitch. But for our test, it is incompatible. But as I mentioned at the beginning of my conference, using arguments of dates is very, it's not very rigorous. And so all the foodstuff preserved in amphora were lined with pitch have the taste of pitch, wine and oil. But if the amphora is not lined with pitch,
water, wine, and oil go through the walls of the amphora. For water and wine in 1 or 2 hours, but for oil in 4 days you can see that the side of the amphora is Greasy. oily. Yes. Excuse me, guys. We are not following the discussion. Okay, So sorry. if we don't try to speak loud or stare at us instead of looking at each other, I mean, most of the audience is not following what you're saying, and I think it's important. Yes. Okay. Can I also interview? When we have an amphora that was coated with resin, we only see resin, or do you think the wine or olive oil tracers are there also? Could you also speak louder? I think that the best is that you come nearer. So, when you have an amphora that was coated with resin, what happens with the wine or the olive oil that it had inside? We still have traces of them. So the pitch is not, does not prevent the olive oil or the wine to reach the ceramics. No, it doesn't prevent. I think, well, my personal experience is that you have to sample both the ceramic matrix and the pitch, because from my results, depending on the occasions, I have the residues in one of the two. Also because pitch have very big signals, so sometimes it's difficult to identify the residues of the content. But yes, in the Dolia from Somma Vesuviana, for instance, they had a very thick lining with pitch, and wine was in the pitch and the ceramic. So I don't think that the lining avoids the detection. On the contrary. But yes, it is good to sample both and compare the results from what I think. And about the chemical tracer, the levoglucosan for the degradation of cellulose. So if you have a resin, an amphora that was coated with resin, the resin had to be burnt. So you have to have levoglucosan inside. And I see lots of chromatograms not showing that tracer. Biomass burning materials, wood. So when you burn wood or when you burn some trees, some paper, you emit, you are burning cellulose and forming levoglucosan. Okay, so if you have a resin, an amphora that was resinated with pine resin, you have to have levoglucosan inside. Sama? Oui. You can't do the impermeabilization of the amphora with resin, but only with pitch. And there is a very precise process to obtain the pitch only from the wood, not from the resin, but from the wood. And it is used at this day in Africa, in Senegal, and the liquid you obtain is only pitch, and there is no traces of cellulose and no traces of markers of degradation of the cellulose. Only terpenics. Okay, but how do you melt the pitch? The pitch has to be liquid to
Yes, to you be can applied. eat the dahlia or the amphora before applying the pitch. It's described in Pline, Columel, and there is many iconography for this step. The, It's melted. hot. It's Yes. melted. So but it's from my heated. point of view, it has to have that tracer. No, it's heated at 60, 70 degree, and then for the chemistry, it's like cold material. The heating process have are important for the chemistry if you have a temperature higher than 260, 80 grad. Before, there is nothing. Okay, but not always, but most of my samples have levoglucosan. And some archaeologists ask me if the levoglucosan is because of the coating or because of the production of the ceramics. No, in many sites I see the glucose and disaccharides too, and it's not possible that this glucose has 2,000 years because it is very soluble in water, so it disappears very fast. And these glucose, these saccharides, are degradation products of the cellulose, but without heating. And there is the point I said before. It is very important to know the environmental chemistry, because there are chemists who are analyzing the water, the soil, and these chemists found an association of sugar exactly the same we found in our sample, and it is only a contemporary contamination. Yes, but not in dry environments. Also in dry environments. The preservation of sugar, by example for Oni, there is only 2 cases. The tomb of Tutankhamun in Egypt, there is never rain, it was all was closed, and I found another sample in Arabia Saudi, and it was a jar in the desert. So for all the other cases, all the sugar are soluble in water and lost. Okay. I don't know if you are following. No. Okay. I would like to start from the beginning, and the beginning is to stress the need that archaeologists and chemists work together. We cannot work with samples that we don't know the archaeological context. So this is important that you understand. The second idea I would like to stress here is the need to have good samples. And I would like to discuss here what is a good sample. Okay, so we have problems of contaminations, we have the problem of reuse. Sometimes it's difficult, and most of the times it's impossible to solve the problem. It's impossible to know what was his first content, what is contamination, what is reuse. So it's very important the chemists to work with clean, good samples. And I'd like to hear from you what are your problems, and we'll try to start a discussion from here. I think you agree. Maybe from a chemical point of view,
a good sample is a sample without contamination, but you have seen it's not possible. So we have to do with the sample we found. But the contamination and the problem depends what do you want to find. If you want to do a study of lipids, there is a method and some contamination for this method. If you want to do proteins, there are over-contamination. Tomorrow morning with Catherine Eni, if you want to do the paleogenetics, there are over-contamination. So one sample sometimes can be clean for lipid analysis and not for protein analysis. It was the case for Coronam for the samples for protein analysis. I can do it for lipids, but Caroline didn't for protein, and it was a problem. So it is important to know the aim of the study, and so it is easier to select the good samples. But maybe to be clear, I should say that normally we don't analyze the best samples, but our samples. So when you have money and you have your project, you have to analyze things from you dig and things you have found. And we know that they are not the best, but they are in our What we project. have. So this is why, in order to solve or to try to solve some of these historical problems, we should try to build together a project with questions and to travel around the Atlantic Mediterranean region in the storerooms to try to find the proper samples or the best ones in order to answer this question. You know, I should say that normally, at least is my case, we don't proceed like that. We dig, we found, and we say, please, can you do this for me? Do you agree or not? I just very short, just one thing. I think we shouldn't go around storerooms, but we should go around excavations, so that we don't only have samples that have already been excavated, etc., but we can also control the environment from which samples are recovered. I think this is the ideal situation. So if we can choose. Then we should need a 10 million euros, project for that. No, but if we have a limited number, maybe it's better because you can take as much sample as you want, you can take the stratigraphic unit. There are some questions. Yes, the choice of the samples is really important. And for the Coronam project, we tried with our colleagues of the DRASM, Department of Underwater Excavation, to choose samples from very well identified shipwrecks. And I just wanted to ask to the chemists, among the samples you already analyzed, which is the proportion of samples showing different contents, that means probably reuse, in comparison with samples showing a unique content. And among these different samples, is there a difference between samples coming from consumption sites and samples coming from shipwrecks? No, just your. I think you have an impression of global impression, une impression globale. Quelle est, parmi tout ce que tu as vu, est-ce que c'est très fréquent les réutilisations ou est-ce que ce sont des exceptions? Et est-ce que tu as analysé beaucoup d'échantillons d'épaves ou pas? I don't perform many residues analysis in amphora since my PhD, but with recording,
I analyzed 200 amphora, and I think the reuse was maybe the half or 75% from shipwrecks. Yes, because I remember very often I found peach, wine, and oil, and it was 100% for the shipwrecks from Pisa San Lo Sole. This one is completely. The problem is also if we have usually to analyze something particular and difficult. I mean, I don't ask usually to analyze content that I believe to know content because I have other markers, description, typical form. So I think that often we have to analyze very particular containers. It's the problem, like I said this morning, with Sottolavesi and Super 2. It's not la voglia 2, it's possible. It's 2, sorry, it's just a 9 in Super 2. You have 3 amphora. 3 amphora of 300, like 300, I don't remember exactly, 200 amphoras with bones, with, so for this I mean, okay, but we have to be very careful and to look not only the percentage, but also what kind of amphora you have chosen and why. But maybe, Franca, maybe at this step we could do exactly the other way around, in the sense that we could go to amphorae with tituli picti to check them so that they have the markers and say the frutum written here has this, so that afterwards we could go to amphorae without inscription. And I agree with you when you say that you have to make a program and to analyze with a resonant way the system. We can take, I don't know, Super 2. We know that we have 300 amphoras, verse 9. I don't know, we have to refresh a method to make random, I don't know, but to analyze some more containers before to say, they are reused not for fish or for other things, because one amphora, probably the amphora chosen was the one that was a big strength. So Well, I have the micro. I like a lot the presentation of Alexandra Pezzi, and she spoke about use and reuse, and sometimes it's very difficult to say if it is a use or reuse of an amphora. So, but I believe that at the end, since normally the amphora were used to transport mostly a kind of a product, and sometimes other, but we can see that from the tituli picti. So it will be very useful for us if at the end we can do a kind of a table and say tituli picti, put tituli picti and chromatographical analysis. And of all the amphora, all the tituli and all the analysis, chromatographical analysis. It will be wonderful for us because at the end we have to read many different in many different places, and it could be a synthesis that it will be very nice for us to have at the end. If it is possible in this Congress, with the publication to do that, it will be very useful for us, I believe. Yeah, thank you for this presentation and the discussion. I think it's very interesting and it demonstrates how important residue analysis are for the content, right? I have a few questions which are a bit specific, I understand that, but one is that we still have many problems to understand
the post-depositional processes and how this affect the degradation of the residues. And also, we still need some clarification about some of the biomarkers for some substances. So I was wondering if any of you is working systematically in trying to understand the post-depositional processes, or if you know of any project at a large scale trying to do so, because otherwise it could be maybe one of the things that this future project could at least try to face, you know, in an experimental way. That's one of the things I wanted to comment. The second one is that maybe this is a desire for the future. Talking about the use and reuse of amphora, do you think that we could ever arrive to understand microstratigraphy of residue analysis? Would that be possible at any time, or is just a, you know, it's just a dream? And the other thing that came to my mind when you showed these amphoras with a lot of sulfur that we are trying to, you know, say if that was part of the coating or something, some substances, couldn't that be sulfur that has been traded in amphoras, or yeah, but I mean, maybe in you know, part of those blocks put and at some point trade? Wasn't it for disinfection? Yeah, it could have that, but I mean, sulfur was also traded in blocks, you know, normally. Yeah, but but why not sometimes put But it in why to use sulfur for coating? I don't understand. There is a paper, I don't remember exactly by heart, but there is a paper of somebody from the list who analyzed the coatings of carbon-70. Yes. He found inside sulfur, and he says that sulfur makes a sort of soap, you know. So it helps a lot in lining, yeah. And that's published something like 10 years ago, you know. I don't know. And what about the taste? Sorry? What about the taste? Coating an amphora with sulfur? There, you know, he analyzed the coating of some carbon-70, and he found that inside some of them, and he tried to find an explanation. And his explanation also comparing that with other coating systems that matched, you know. There is different method for soften the pitch because it is very difficult to apply the pitch because it is hard at 45 degrees. So you can add something for soften, and it is sulfur, animal fats, or we find by the analysis dairy products sometimes. So I think you can add butter, and it is very easy to make the lining, because the animal fat is sometimes a problem to do the identification, the interpretation. Yes, I'm asking because when I found the sulfur, I started to think about it. I'm still working on this, but asking like old people in the countryside, they use sulfur when they change wine. I mean, just to disinfect For or cleaning, wine for again. cleaning. For cleaning. So, and this is burning inside. So maybe this is For an cleaning, explanation, okay, but I agree with you. it has to be done. Very quickly, post-depositional is something we have really got to work on. I've got samples buried since 2000 and I don't know what, and every some years I take them out. But there is a much work to do. One thing that I notice, I always say we have to sample the earth of the layer of the stratigraphic unit in which we find the samples, but the analysis of these samples taught me that we cannot sample the earth which is in touch with the amphora as a blank sample, because the earth absorbs from the ceramics. It's not only that the earth contaminates the shirt, but it's also the other way around.
So the earth stuck to Dressel 20 amphora has oil, and I cooked several stuff and buried the cooking pots. The earth stuck to this have what I cooked inside. So, but it's really... If you want to have dinner, we have just 3 minutes. And to answer to the last question, the dream of Cuckoo, it will be forever a dream, because the problem is diffusion, and diffusion is a physical thermodynamical process. So all the molecules diffuse into the porous, and they are not straight like for mineral. So all is mixed together. It will be a dream. Can I ask a question about cisterns? Because cisterns have some very good deposits of usually quite well preserved amphorae. Can you tell me about how, if the water in the cisterns will affect the results or not, or have you looked at this problem? Sit down. Cisterne. Sit down. I mean, one of my best deposits in Beirut is from a cistern, and I would like to use it. But it's underwater with water going up. It's dry now. I don't know. I think a problem can be the water going up and down that could help dissolving things. And the other thing is if you have other stuff ending up in the cistern, so contamination of whatever else that could end up there. So it Bones. depends. Huh? Bones, for example. Bones, I mean, they're usually deposits of everything. Yeah, yeah. If you have bones, the origin is animal, so it will not possible to identify another animal source. But you can look for peach, resin, wine, and vegetal materials. It is not a problem. Basically, not a good thing to be sampling. So, maybe the last question, please. There was another word there. So we have three. The last 3 words will be André, Ted, and somebody from, yeah, the last 3 ones. Okay, André, you wanted to say? Just one thing then, very short, pour Nicolas. Alors, McGovern, c'est tout faux. Ce grand homme, c'est tout faux. Diplomatiquement, on ne va pas dire que c'est tout faux, mais on peut tout remettre en question, oui. Et qu'est-ce qu'on sait maintenant des dates les plus anciennes des vins de Sûre? Alors, un article que je n'ai pas cité, j'aurais dû, dans les méthodologies, Barnard 2011, il a un protocole qui est très bien, qui est fiable, et il fait des analyses sur des jarres des monts Zagros. Oui. Et le protocole est bon, les résultats sont bons, et les interprétations aussi. Tout est valide. Il est à quelle date? Je ne sais plus. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, mais ça serait de longues discussions. Okay, the second Ted. Just a short comment. I don't believe either of the speakers noted the destructiveness of any of these techniques. And without asking you to comment on that now, which would take a very long time, I would... Working? Yes. Yeah. Yes. I would just say that maybe when Nicolas Guagnier works up his presentation for the publication, if you would include a column, or maybe it was subsumed under one of your columns, of the level of destructiveness of the various techniques, because many of us who are contemplating applying these, of course, have certain limitations in what we're allowed to destroy of our materials. And so including that in your characterization of the different performance characteristics of these would be a helpful thing, which would help us understand how best to incorporate different techniques in our research. That's all. Or did I miss it? Was that spoken about or not? Or did no one want to talk about it? Ah, scusa.
I'm sure he will do. And the last word is Miriam. Miriam, take profit of it. You are the last one talking Très rapidement. When you speak about reused, c'est quand vous trouvez à la fois du vin, de l'huile ou du garum. C'est ça, que vous avez les 3 marqueurs. Bon. Donc c'est quand vous n'avez pas qu'un seul marqueur qui soit vin, huile ou garum. C'est ça? C'est ce que vous appelez les réutilisations? Réutilisation, on voit des marqueurs de chaque. C'est ça, ensemble sur un même banc. Dans le même tesson, oui. Oui, ma question est la suivante. Par exemple, à Latte, je pense à une inscription qui disait ramenez-nous du garum aux olives ou ramenez-nous des olives au garum. Ça pose un problème d'interprétation, mais peu importe qu'on le prenne dans le sens des olives ou du garum, c'est un produit mélangé, mixte. Dans ce cas-là, on est dans le cas d'un produit qui laisserait donc les deux types de marqueurs, ou comment? Alors il y a un problème en plus. L'olive, c'est pas le fruit, c'est pas de l'huile d'olive. Chimiquement, c'est pareil, mais l'huile est liquide et fluide, va imprégner les parois. Les olives, à moins de se décomposer dans l'amphore, de perdre leur structure, on peut imaginer elles vont pas imprégner. On peut imaginer quand même qu'elles baignent dans un produit, enfin qu'elles ne sont pas sèches avec... Oui, mais il faudrait que les produits passent du fruit, donc pour ça il faut détruire les pellicules, sinon les molécules ne sortent pas du fruit, passent dans ce liquide, diffusent, se concentrent, puis ce liquide imprègne la céramique. Donc ça fait vraiment beaucoup d'étapes. Alors à part si on a une céramique qui est déposée avec des olives dedans ou d'autres fruits, c'est valable pour tout ce raisonnement. Ces fruits se décomposent, perdent leur structure et vont se comporter comme des jus qui imprègnent. Mais sinon, si c'est juste un passage de quelques mois, si le fruit est encore intact, il ne laissera aucun marqueur dans la céramique. Ouais. Ah. Oui. Et encore des morceaux de poisson, ça va être comme des fruits. Et il faudrait qu'ils se décomposent. Si c'est des... Ah pardon, oui. Oui. Quand on analyse des céramiques culinaires, quand on a du vin et des graisses animales, c'est des cuissons de type ragoût, bœuf bourguignon, et on voit la somme des deux. Donc, ça peut être les deux, ça c'est le problème. Ouais, on ne peut pas distinguer, ça peut être les deux. Non. Et ça ne sera jamais possible. On venait de dire. Je voulais juste rajouter quelque chose, justement, ça allait dans le sens. Donc je travaille sur Beauferrer, et dans ce qu'on a au niveau poisson, ça a l'air, bon, c'est les premières analyses, mais ça a l'air d'être plutôt des sauces, avec des petits sparidés, c'est le truc typique des sauces, donc des poissons décomposés. Et dans 2 amphores, dans les derniers prélèvements que j'ai vus, on a des pépins de raisin qui traînent à l'intérieur. Pas énormément. Donc on peut pas, parce que tu avais aussi des francades sur le bateau, des sarments de vigne qui servaient à caler les amphores, tu m'avais dit. Donc ça pourrait être de la pollution. Mais ça serait intéressant de faire des analyses pour voir si on n'aurait pas dit des frutum, tout ça, mélangé avec du poisson, on va savoir, je sais pas. Ah, vous savez pas ce que c'est. Mais donc... moi, c'était il y avait très peu de restes de poissons, hein, parce que c'est celle de la partie supérieure, mais il y avait dans 2 amphores, il y a quelques pépins de raisin qui traînent. Et je sais que c'est dans Jardin, dans la revue des études Légur, quand il fait un inventaire sur les sauces de poisson, tout ça, il parle justement de produits à base de poisson mélangés avec du vin, c'est possible. Okay, thank you very much to everybody. So now, as you know, we have the poster session that we will share with our dinner because it's in the same place. Remember that after dinner we should leave, and tomorrow we have the guided visit to the Archaeological Museum of Cádiz at 9 o'clock. East Mina Square is near from here, so we will meet at 9 o'clock
at the entrance of the archaeological museum. If somebody is not joining the visit, he can come here at 11. Before, you will see the faculty closed, okay? Before 11, the faculty will be closed. So at 9 in the museum or at 11 here at the faculty. Thank you.